Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, nous démarrons une petite série de 2 vidéos sur un sujet très intéressant, selon moi, c'est l'art du masque en fait, et de la médiation par le masque. Considérant en fait que le masque est un objet transitionnel particulièrement thérapeutique. En fait, ce qu'on peut dire très rapidement en introduction, c'est que c'est un artefact millénaire. Et outre le fait qu'il soit un médium d'humanisation et de socialisation, en fait le masque présente de nombreuses vertus, dont celle de permettre d'aller à la découverte de soi, de lever ses propres défenses, mais aussi, et ça c'est vraiment très intéressant, de potentiellement se transformer. Alors au sommaire de cette vidéo 1 sur le masque, à l'origine du masque d'abord, des masques et des hommes ensuite, enfin pour aujourd'hui le masque, objet et lieu de projection. Alors, à l'origine du masque, ce qu'on peut dire sur le masque, c'est que son origine en tant qu'en fait objet scénique eh bien, n'est pas vraiment établie. Et ce qu'on peut préciser, c'est que dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, les masques ont existé, voire toujours existé. Alors, historiquement, il semble que les premières traces peuvent raisonnablement se situer à peu près vers 30 000 ans avant Jésus-Christ, quand l'homme paléolithique, en fait, déjà dans ses peintures rupestres, en fait, a commencé à représenter des scènes de chasse avec notamment des danseurs masqués. Sur un plan plus codifié, Horace, le poète, enfin, selon lui, ce serait en fait Échille, le dramaturge, qui serait le premier en fait à avoir introduit les masques. Et en fait, dans la civilisation grecque, la tête coupée de Méduse en fait, serait d'ailleurs le premier masque, et sa fonction en fait, avec la fonction attribuée à ce masque, qui serait donc un masque d'épouvante. Ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'après avoir été à l'origine en fait un instrument de rituel, donc les masques étaient, on va dire profondément d'ordre païen, de rituel païen, le masque va être adopté par le théâtre, dans la tragédie grecque, pour exprimer donc le tragique, mais aussi le comique et le satirique. Et on va voir après les différents types de masques à ce sujet. Et que le masque tragique grec exprime donc plutôt l'épouvante donc du protagoniste, qui par exemple qui agonise devant son destin, et à l'opposé, le masque comique qui exprime plutôt la dérision que ce destin peut inspirer. Ce qu'on peut dire, c'est que les masques les plus importants sont souvent, bizarrement peut-être, les plus bouffons, avec l'idée en fait d'exploiter l'aspect comique en fait de l'agonie. Alors si on revient sur la notion du théâtre antique, ce qu'on peut dire, c'est que les masques sont d'abord fabriqués en cuir, en bois, ensuite en bois, et en fait il y en a grosso modo 4 sortes. Il y a les masques de la tragédie, donc qui inspirent la terreur, les masques de la comédie qui accentuent plutôt le ridicule, les masques du drame satirique qui représentent donc les satyres, les faunes ou encore les cyclopes, et il y a les masques des danseurs. Et en fait dans chaque catégorie de masques, il y a de très nombreuses typologies. Alors pour les masques tragiques, il y a par exemple une multitude de représentations de pères, de jeunes hommes, de femmes, de serviteurs, d'esclaves, etc. Mais encore une fois, ce sont plutôt les masques comiques qui offrent la plus grande variété de personnages et surtout d'expressions. Et en fait, on dit que ces masques sont soit muets, à l'époque de la tragédie grecque, soit orchestriques. À savoir que les premiers, enfin les masques muets, ont des traits plutôt réguliers, la bouche fermée, tandis que les seconds, donc les orchestriques, en fait, portent des traits exagérés et en fait présentent une large bouche qui permet ou qui sert de porte-voix. Et parfois, il y a également les masques, et ça on le retrouve aussi d'ailleurs dans le théâtre japonais, les masques ont une double expression, avec d'un côté celle par exemple de la gaieté, de l'autre celle de la colère, et selon la scène, en fait, l'acteur présente au public le côté du masque qui porte l'expression adéquate. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en règle générale, les masques du théâtre antique, grec et romain, en fait, reproduisent, voire plutôt accentuent des types convenus. En ce sens, on dit, ils figent les expressions plutôt qu'ils ne dévoilent. Et ça, c'est très intéressant, quand on va le raccrocher à la psychologie analytique de Jung, c'est qu'à cette époque, dans la Grèce antique, en fait, on les désigne par le mot persona, on dit un ou une persona, et qui vient donc du latin personare, et qui signifie donc parler à travers. Et donc là je reviens à Jung, à Carl Gustav Jung, donc dans sa psychologie analytique, qui lui va reprendre justement ce terme pour symboliser le masque social de l'individu en société, donc c'est plutôt le faux self, à savoir donc cette persona qui n'est pas la vraie identité de la personne, et qui conduit à cette dernière en fait à se prendre pour celle qu'elle semble être aux yeux des autres. Alors voyons maintenant des masques et des hommes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au fil des siècles et sur tous les continents, en fait, les masques vont se développer dans la culture populaire,
C'est donc un objet universel qui va se retrouver en fait aussi bien dans les sociétés dites archaïques en fait que dans les sociétés dites modernes. Et on va voir aujourd'hui encore le masque, et je ne parle pas du masque pour le virus, mais les masques en tant que tels sont encore très présents. Alors ce qu'on peut préciser cependant, c'est que en Occident particulièrement, avec le pouvoir grandissant de l'Église, le masque en fait va être dévalorisé et surtout va être investi en fait d'un sens négatif qui de fait va appauvrir son art et sa production en fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'Église, en s'opposant aux croyances païennes, en fait, va privilégier la conscience rationnelle et l'intellect. Et que consécutivement, les pouvoirs de l'inconscient sont de fait refoulés, et que le dogme chrétien, en fait, va transformer donc les forces intérieures, l'inconscient, en sorte de force démoniaque, et que le masque va alors devenir plutôt un instrument donc, de mensonge et de séduction, en fait. Et en fait, toute âme qui ne résiste pas en fait, à son appel, à l'appel du masque, va donc de fait succombe en fait, au pouvoir des instincts bestiaux, on va dire, ou aux instincts de la magie, etc. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est qu'au Moyen-Âge, le masque, en fait, ne peut personnifier que le mal, le monstre, les diables, en fait, voire les démons. Il faut quand même noter, et ça c'est fondamental quand même, c'est que malgré en fait cette résistance donc, des pouvoirs de l'Église, les masques en fait vont survivre à travers en fait les carnavals. Alors les carnavals qui sont encore une fois issus de fêtes plutôt traditionnelles, de fêtes archaïques, liées aux saisons notamment. Donc là on retrouve le côté païen qui demeure. Le carnaval, c'est en fait ça demeure l'occasion de retrouver en fait et de continuer donc ces sortes d'anciennes traditions païennes. Et dans ce cadre, en fait, les masques ayant ce qu'on appelle un rôle apotropaïque, à savoir qu'ils servent en fait à conjurer le mauvais sort et à détourner les influences maléfiques. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les carnavals, en fait, ça va être donc c'est une fête qui va être célébrée par le calendrier chrétien, qui va de fait faire la part belle au masque. Et en fait, ça va être un peu le seul moment où on va pouvoir vraiment jouer avec les masques. Alors là, je pense évidemment au carnaval de Venise, fête traditionnelle qui date du Moyen-Âge, notamment réputée pour ses masques, avec l'idée qu'à l'origine, le but de ce carnaval, le carnaval de Venise, c'était de rassembler tous les habitants de la ville, quel que soit leur niveau social, et ce, afin de ne pas faire de distinction en fait, entre les différentes classes, entre les riches et les pauvres. En fait, les participants doivent donc se déguiser et surtout porter un masque, ce qui leur permet en fait, de dissimuler leur véritable identité. Sachant que là, ça va être du XIIe au XIIIe siècle, mais qu'après, au XIVe, ça va être, le carnaval va être interdit, avant encore une fois de réapparaître, parce qu'en fait, il va favoriser fortement la transgression, notamment la transgression des bonnes mœurs dites de l'époque. Donc, mais ce qui est intéressant dans cette histoire de carnaval, et notamment du carnaval de Venise, en fait, c'est qu'on retrouve là, ça nous permettra d'aborder ça plus loin, en fait, les deux facettes du masque dans le cas présent, à savoir d'un côté qu'il dissimule l'identité, mais de l'autre aussi qu'il favorise la levée des inhibitions. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que si on continue un peu la chronologie du masque, notamment en Occident, c'est qu'au début du XVIe siècle, alors là on peut dire directement d'ailleurs issu des fêtes du rire en fait, et des carnavals, va apparaître la commedia dell'arte, donc à savoir le théâtre interprété par les gens de l'art, le commedia dell'arte, qui va populariser véritablement l'art du masque avec des héros très connus tels que Harlequin, Polichinelle, Pantalon Harlequin, etc. Et Harlequin, personnage phare de la commedia dell'arte, est surtout connu notamment pour sa bouffonnerie et sa paresse, qui porte notamment un masque noir qui évoque sa ville natale de Bergame où il y avait une très grosse production de charbon. Autre grande figure, Polichinelle, qui incarne lui un valet plutôt d'origine paysanne, plutôt ruste, grossier, à la fois rusé, disgracieux, avec également aussi un masque noir, avec le nez aquilin, les joues couvertes de verrues, des cornes sur le front. Donc c'est des masques là très identitaires, qui sont évidemment passés à la postérité, et d'ailleurs qui font aujourd'hui vraiment partie, on peut dire dorénavant, de l'inconscient collectif. Alors ce qu'on peut dire, si on sort de l'Occident, et ça c'est aussi intéressant pour avoir vraiment un regard assez vaste sur le masque, on peut évidemment aller sur le continent africain, où là le masque est présent partout et depuis très longtemps, avec là ce qu'on appelle, si on fait un peu d'anthropologie, donc il y a la civilisation des greniers, avec les Dogons notamment. Là on va retrouver des types de masques bien précis. Dans les civilisations des clairières, avec les Dan et les Akan,
encore un autre type de masque, ou encore ce qu'on appelle dans la civilisation des cités, avec les Mandingues et les Yoruba. Yoruba, c'est le Nigeria, où là, sachant qu'il existe des masques également de savane et aussi des masques de forêt. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans la grande majorité, alors ça c'est des masques plutôt en bois, avec trois grands types on peut dire de formes, à savoir des masques plutôt zoomorphes, donc des masques d'animaux qui vont par exemple figurer, je sais pas, des lions, des hyènes, des antilopes, etc., des éléphants, et aussi ce qu'on appelle les masques anthropomorphes, à savoir donc plutôt des masques qui représentent des hommes ou des femmes, par exemple des chasseurs, des sorciers, et puis ce qu'on appelle aussi les masques qui sont anthroposomorphes, qui, eux, associent des traits humains et des traits animaux, donc par exemple des visages d'hommes avec des plumes, par exemple. Alors ce qu'on peut dire, c'est que, en comparaison avec l'Occident, c'est que si en Occident, les masques africains sont avant tout considérés, le plus souvent, et ça depuis très longtemps, notamment depuis l'époque coloniale, comme des œuvres d'art, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Afrique, ils sont d'abord conçus pour être utilisés dans le cadre de cérémonies très variées, qui peuvent aller aussi bien dans du domaine culturel, du domaine social, religieux. Là, je pense notamment aussi à tout ce qui est de l'ordre des rites liés à la naissance, des rites d'initiation, mais aussi les rites associés, par exemple, aux cérémonies funéraires. Ils sont aussi considérés comme des outils de protection, par exemple contre des esprits maléfiques, où donc là, où ils jouent un rôle d'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les masques, notamment africains, peuvent avoir aussi un rôle dans la sphère politique, notamment pour régler des conflits, des litiges, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que d'une certaine façon, ils sont également... ils jouent un rôle, en fait, fondamentalement social, à partir du moment où ils sont omniprésents, aussi bien, par exemple, dans le cadre de représentation musicale, de danse aussi, et de chant. Alors, autre continent où on retrouve des masques depuis très longtemps, où il y a une vraie tradition, c'est le continent asiatique. Donc là, on peut dire Inde, Chine, Corée, Japon, tout le sud-est asiatique également, où là, les masques font partie de la culture populaire. Alors là, j'aimerais faire un peu au Japon, pays que je connais bien. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'au Japon, les masques sont apparus lors des danses traditionnelles. Là, on peut situer ça vers le 3e, 4e siècle, où là, les masques servaient en fait à célébrer les divinités shinto, donc, parce que le shintoïsme, on va dire que la religion philosophique, la religion au Japon, donc pour célébrer, on portait des masques pour célébrer donc le shinto et la nature de manière générale, et donc dans ces types de danse, tous les participants étaient masqués. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après ça va évoluer au 7e, au 8e siècle. Alors là, c'est plutôt sous l'influence de rituels coréens, chinois notamment. Va apparaître par exemple ce qu'on appelle le jigaku, qui était plutôt une danse mêlée de mime, mais aussi de gesticulation avec des masques. Ça, c'était beaucoup organisé pour les fêtes notamment bouddhistes, mais qui vont être après représentées à la cour impériale notamment. Après, il va apparaître d'autres types de danses masquées, je pense notamment au sarugaku, ou ce qu'on appelle aussi le sangaku, c'est-à-dire la musique de singe, qui a vraiment beaucoup se développé au niveau populaire. Sachant que ces danses, en fait, vont, je pense notamment au sarugaku, vont évoluer dans le temps, et en fait, il va y avoir des codifications qui vont apparaître avec les paroles, avec les gestes, avec la musique, et aussi avec les masques. Et ça va donner naissance à ce qui est très connu encore aujourd'hui, à savoir le fameux théâtre No, dans lequel, en fait, les masques tiennent une place prépondérante. Et ce qui est intéressant dans le No, c'est que l'acteur principal, le Shit, en fait, porte différents masques, de nombreux masques même, au cours de la même représentation, de même que les principaux protagonistes, considérant que le théâtre No est vraiment considéré comme la forme la plus achevée du théâtre japonais, et que le port du masque est vraiment profondément et particulièrement codifié. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce théâtre, les masques se répartissent, en fait, ça c'est aussi intéressant de le savoir, par rapport à ce qu'on peut en faire aussi, comment on peut après l'utiliser. Ils se répartissent en fait en 5 catégories. Il y a d'un côté les masques de l'esprit, les masques d'hommes, les masques de femmes, les masques de démons, et aussi les masques de vieillards. Sachant que les traits distinctifs en fait des masques sont associés à des couleurs, et en fait avec l'idée que ça participe à une recherche d'équilibre entre une sorte de réalisme mais aussi de symbolisme, parce qu'évidemment le masque conduit vraiment au symbolisme, et tout ça contribuant à l'essence même du masque No. Voilà, alors ce qu'on peut dire, pour en revenir à aujourd'hui, dans notre société, c'est qu'aujourd'hui encore, donc le masque demeure
un artefact en fait plutôt très présent dans toutes les sociétés, et y compris dans les sociétés dites les plus modernes. En témoigne, on pourrait dire par exemple ce que j'appelle le mouvement activiste, hein, avec par exemple les Anonymous, qui se présentent un peu comme des défenseurs du droit à l'expression, enfin qui se présentent carrément même comme des défenseurs du droit à la liberté d'expression, où là, lorsqu'ils apparaissent en public, les Anonymous qui portent un masque un peu identique pour tous, qui s'inspire d'ailleurs directement du masque porté par V, là, le héros de la bande dessinée V pour Vendetta. Mais aussi, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas, par exemple, des Anonymous, le masque est fondamentalement synonyme d'anonymat, mais aussi d'une même identité partagée. Une identité donc, qui est fondamentalement très identitaire, qui marque donc les esprits. Et là, on retrouve, à travers ça, on peut retrouver l'idée de ces masques identitaires, notamment de super-héros, je pense notamment Superman, Batman, etc. Alors venons-en maintenant on va aller un peu plus vers ce qui nous concerne, à savoir le masque, objet et lieu de projection. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la culture occidentale, la psychanalyse, mais aussi l'anthropologie, on vient de voir, l'ethnologie également, on vient de voir, ont permis fondamentalement en fait une réévaluation de notre façon en fait de voir les pouvoirs de l'inconscient et par là même la fonction du masque. Et ce qu'on peut dire, c'est que de tout temps, mais aussi aujourd'hui encore, les hommes en fait ont donné forme avec le masque à ce qu'on peut appeler à des rituels magico-religieux sociaux. Et que c'est par le mythe, et en fait à travers le rituel, que le masque en fait est un objet d'investissement des pouvoirs projetés, c'est un objet qui porte un désir de transition vers une transformation. Et que ce qui est très intéressant, c'est que donc le porteur d'un masque peut donc être transformé par exemple, identification à son masque, en être un peu mythique, en fait, qui habite le masque. Et que cette identification de l'acteur, avec l'être qu'il représente, en fait, lui permet, d'une certaine façon, d'expérimenter l'autre qui est en lui-même, de l'intégrer aussi, et de transiter donc vers une transformation psychique qui peut être réelle. Et ce qu'on peut dire également, c'est que grâce au masque, l'acteur, celui qui porte le masque, peut en fait dépasser une sorte de clivage entre le monde, on peut dire, pulsionnel de l'imaginaire, entre ces espèces d'espace-temps mythologiques, mais aussi le monde existentiel de l'espace-temps réel, et ça, grâce au masque, en fait, objet transitionnel en puissance, sans réel danger. Et qu'avec cette nouvelle conscience, l'acteur, celui qui porte le masque, ou l'actrice, peut se permettre, en fait, de transiter d'un monde à l'autre, sans peur, en fait, d'être englouti et surtout possédé par son identification. Ce qu'on peut dire, c'est le masque est un objet et un lieu de projection, et qu'il appartient donc à cette catégorie d'objets qui a une véritable fonction particulière, à savoir une fonction qui est toujours en relation avec l'autre. Alors l'autre, c'est-à-dire avec l'autre qui est en soi et avec l'autre extérieur de soi. Et ça, c'est vraiment ce qu'on verra particulièrement dans la seconde vidéo. Enfin, ce qu'on peut dire pour finir cette première vidéo, c'est qu'on peut évoquer les différents types de masques que l'on peut retrouver dans certaines sociétés traditionnelles, et surtout qui montrent en fait toute l'étendue de leur fonction. Et c'est en voyant ça que ça peut nous donner, évidemment, ça peut nous montrer tout ce qu'on peut en faire sur le plan thérapeutique. Alors donc je vais finir par cette liste. Il y a par exemple les masques de guerre qui ont pour fonction d'épouvanter, d'intimider ou d'effrayer l'autre. Il y a ce qu'on appelle aussi des masques d'initiation qui ont pour fonction donc la transformation, qui peuvent devenir... Alors ça, c'est des masques qui deviennent opérants et visibles seulement pendant les rites de passage, par exemple. Notamment, je pense que quand la personne, à l'adolescence par exemple, quand l'adolescence sera guidée par ses aînés vers un autre qu'il est censé devenir. Il y a aussi par exemple des masques de sociétés secrètes, où là seuls les initiés ont déjà donné corps en fait à la manifestation de l'autre, qui peuvent les voir ou les porter. Les masques aussi par exemple de fertilité, dont la fonction par exemple c'est de favoriser les bonnes récoltes, ou d'appeler la pluie par exemple, et qui représente donc ce grand autre qui donne ou qui ne donne pas la vie. Donc là, c'est en relation vraiment avec la nature. Et les masques de la maladie, avec l'idée que leur fonction est surtout de diffusionner le malade de sa maladie, en personnifiant par exemple la maladie comme un démon, par exemple, qui peut être chassé si on le rend visible, par exemple, sous la forme d'un masque. Il y a les masques de camouflage qui ont pour fonction de se confondre, par exemple, avec le milieu, pour se protéger du regard, par exemple, du regard quand on est convoité par l'autre. Il y a les masques de travestissement, où leur fonction est plutôt de se faire passer, par exemple, pour l'autre sexe. Des masques de séduction, donc, qui ont comme fonction d'attirer l'autre.
des masques de guérisseurs, où là, c'est notamment les fonctions de représenter les autres esprits soignants, par exemple du chaman. Il y a aussi ce qu'on appelle les masques gardiens, avec la fonction de protéger. Par exemple, de protéger un lieu, de protéger des arbres, etc. Il y a aussi, enfin, les masques, ce qu'on appelle des masques allégoriques, avec une fonction de représentation visible d'idées, par exemple. Ça peut être, par exemple, des masques qui représentent la justice, des masques qui représentent la liberté, etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment... voilà. Je pourrais finir aussi avec les masques... il y a notamment les masques des esprits, les masques d'un ancêtre, d'un défunt, les masques funéraires également, qui ont la fonction de représenter l'autre, qu'on deviendra, par exemple, dans la mort. Voilà. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que tous ces masques, je les ai donnés parce qu'encore une fois, ils sont vraiment importants, parce qu'en fait, tous ces masques révèlent des symboliques très fortes, qui sont en fait des symboliques des passions humaines, et en fait, ça signifie qu'ils sont donc porteurs, en fait, fondamentalement, d'une inspiration esthétique. Donc ça veut dire qu'on va, par exemple, les classer soit en masques réalistes, soit en masques abstraits, ça peut être des masques expressionnistes, des masques, ça peut être cubistes, géométriques, surréalistes, anthropomorphes, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, zoomorphes, baroques, cosmiques, allégoriques, etc. Et que chaque masque, en fait, est donc investi d'une signification par son créateur, son propre créateur, et évidemment celui qui le porte, souvent qui se confondent, le créateur et celui qui le porte. Et c'est alors, chaque masque investi de cette manière, et donc il est potentiellement pénétré en fait par le mystère, la personne qui le porte est pénétrée par le mystère de l'esprit de ce masque. Et c'est ça qu'on va retrouver potentiellement en thérapie par l'art quand on va utiliser le masque. Voilà. À lire. Alors, quelques livres. La Voix des masques de Claude Lévi-Strauss, publié en 1975. Phénoménologie du masque de Roland Kuhn, publié en 1992. Les jeux et les hommes de Roger Caillois, publié en 1992 également. Masque d'Ogon de Marcel Griol, publié en 2004. Le Théâtre du Monde, une histoire des masques de Paul-André Sagel, publié en 2009. Masque des hommes, visage des dieux de Jean-Pierre Goulard et de Dimitri Karadimas, publié en 2011. Voilà. Donc si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette première vidéo sur le masque, les masques, et le masque dans les thérapies par l'art. Toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. En attendant la seconde vidéo, toujours sur la thématique du masque, qui portera cette fois sur le fait que le masque est un objet traditionnel éminemment thérapeutique, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.